ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont enfin lancées en investissement immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast, qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Anaïs et Dominique. Anaïs et Dominique habitent à Moustet, dans les Landes, et ont 3 enfants qui ont 1 an, 4 ans et 7 ans. Ils travaillent ensemble dans le secteur du tourisme, avec un esprit entrepreneur dans l'âme dès le début de leur vie professionnelle. Aujourd'hui, ils gèrent ensemble une base de loisirs en pleine nature, couplée à un service d'hébergement et de restauration. Ils ont commencé à investir un peu par hasard, avec leur résidence principale, et se sont vite pris au jeu. Ils ont désormais, à leur actif, 4 maisons et 2 immeubles. Découvrez leur histoire dans cet épisode. Bonne écoute! Bonjour à vous, Anaïs et Dominique. Je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast. Bonjour, merci. Je sais que vous êtes des investisseurs déjà assez aguerris parce que vous avez pas mal de choses à votre actif. Mais avant de commencer de parler de tout ça, j'aime bien, dans un premier temps, comprendre d'où vous venez en termes d'origine. Quelle était votre éducation? Dans quel type de famille vous avez grandi? Voilà, pour comprendre un peu votre contexte au tout début de votre vie. Très bien. Tu commences, Anaïs? Oui, pas du tout dans le secteur de l'investissement immobilier ou ce genre de choses. Moi, avec mes parents, ma maman était professeure et mon papa a fait beaucoup de métiers différents. On a changé, du coup, on a beaucoup déménagé en fait. Et on était en location, donc pas du tout, voilà, on changeait de maison en maison. Et puis mes parents ont fini par acheter une maison sur le tard et qui a été d'ailleurs qu'ils n'ont pas gardé, et ça a été notre premier investissement finalement, puisqu'ils nous ont revendu la moitié de la maison, le crédit qui restait à payer, et ils nous ont fait donation de l'autre moitié, une maison que mon père avait fait entièrement de ses propres mains, donc qui nous a pas coûté bien cher au départ, et ça a été le premier investissement qu'on a fait. Voilà, donc par hasard. Et ça, c'était au tout début, du coup, t'étais encore toute jeune quand il a fait ça. C'était il y a 13 ans, je crois, à peu près, parce que, voilà. Parce qu'il reste 2 ans de crédit. C'est ça. C'est ça, je me suis dit dans ma tête. Il reste 2 ans de crédit, donc c'était, voilà. Et du coup, dans ta famille, il n'y avait pas d'investissement? Tu venais pas d'une famille d'investisseurs, de autre chose que ça? Enfin, il n'y avait pas de... Ah, pas du tout, non. Non, c'était pas du tout dans cette énergie-là, ou je sais pas comment dire. Non. Voilà, ça vient pas du tout de la famille. Et toi, Dominique? Alors, mais moi aussi, 2 parents 100% locataires. Alors, moi, on n'a pas bougé, on a tout le temps vécu dans la même maison étant jeunes. Mes parents ont toujours été locataires, sont encore locataires. Donc là, on va normalement arriver à les faire bouger, se rapprocher de chez nous et essayer qu'ils investissent dans leur première résidence à un peu plus de 70 ans. Donc, on les aidera en créant une SCI familiale. Mais effectivement, mon papa est ingénieur chimiste, ma maman orthophoniste, qui s'occupait de nous parce qu'on est trois enfants, 3 garçons. Donc assez rapidement, elle s'est occupée de nous. Et donc pas entrepreneur non plus, pas à leur compte. Non, moi ça m'est venu l'entrepreneuriat, c'est au niveau à la fac. J'ai fait une fac de sport à Bordeaux, et on avait avec 2 amis de la fac, on avait des diplômes pour encadrer dans le canoë-kayak. Et au bout d'un moment, première saison, deuxième saison, on voyait qu'il y avait du monde, on était souvent complet, on renvoyait
entre guillemets aux concurrents, tout le monde se connaît un petit peu sur le bassin d'Arcachon et du coup on voyait qu'ils étaient complets aussi, on se dit mais tiens, mais il y a peut-être quelque chose à faire, pourquoi on créerait pas nous notre propre entreprise? Et du coup en parallèle de nos études, on a créé une première entreprise de location de canoë-kayak qui existe toujours aujourd'hui et c'est ça qui nous a donné l'envie d'entreprendre déjà. Et après concernant l'immobilier, mais moi depuis des années je suis convaincu intrinsèquement que la retraite je compte pas dessus et que on va se faire le meilleur moyen de se la faire, d'être en sécurité financière aussi, mais c'est justement pourquoi pas par des investissements notamment dans la pierre également. Et effectivement l'opportunité est arrivée quand les parents d'Anaïs ont décidé de céder donc pour moitié la maison à Anaïs et donc l'autre moitié on a fait un crédit à l'époque c'était je crois 52 000 euros qu'on a fait sur 15 ans, donc ça se finit dans 2 ans. Et on a toujours eu des locataires, même si c'est un endroit qui est perdu au fin fond de la Dordogne, on a eu aucune vacances locatives et c'est une maison de 73 mètres carrés sur 3000 mètres carrés de terrain et elle a toujours été louée, voilà, encore aujourd'hui. Et du coup, toi, Anaïs, t'avais des frères et sœurs? Enfin, comment ça s'était organisé? Oui. Moi, j'ai une sœur, effectivement, mais ça s'est organisé comme ça parce que du coup, c'était nous qui pouvions racheter le crédit et mes parents avaient besoin de partir et de rembourser leur crédit. Et du coup, ma sœur pouvant pas le faire, par défaut, ça s'est organisé comme ça. Voilà, et ça s'est très bien passé. Hein. Ok, et du coup, non mais c'était pour savoir, et du coup, vous êtes tous les deux propriétaires de la maison ou c'est Anaïs qui est majoritairement propriétaire de cette maison? Alors on est du coup tous les deux propriétaires, mais Anaïs est majoritairement puisqu'elle a déjà 50% en donation directement, et après l'emprunt, on l'a fait en indivision tous les deux, ce qui fait qu'elle a 75% et moi 25% de ce premier bien. Ok, et donc ça c'était le point de départ il y a 13 ans, oui. Voilà. Et c'était la première chose que vous aviez faite. Ouais. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous étiez déjà ensemble à l'époque, du coup. Ah oui. Oui, tout à fait. Oui, oui là, valait mieux. Oui, donc ça oui, depuis peut-être 4-5 ans à l'époque, quelque chose comme ça. On s'est connus en 2004. Donc c'est bon, j'ai pas dit trop de bêtises, c'est à peu près cohérent. Et du coup après, on a été sur le projet de la résidence principale à partir de 2011. On a acheté un terrain du coup à Mousteil, on voulait se rapprocher. Parce on a eu l'opportunité de gérer une base de loisirs dans les Landes et du coup on était plutôt sur la région bordelaise au préalable. Et donc là on a cherché un terrain qu'on a trouvé, on a faire le hors d'ordre par une entreprise et le papa d'Anaïs et des amis nous ont beaucoup aidé pour l'intérieur, l'électricité, etc. Ce qui nous a permis d'avoir une résidence principale à un coût plus réduit que si on avait tout faire par. Oui. Je suis désolée, j'ai pas compris un mot, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai mal entendu. L'ordre-order? Le ordo-order, pardon. Ordo-order, quand tu construis sur du neuf, on appelle ordo-order quand tu as la chape, les murs, les fenêtres et le toit. C'est-à-dire que ta maison, du coup, est isolée déjà de... Ah oui, ordo-order. Ah oui, j'ai compris, je croyais que c'était du latin, tu vois. Mais c'est parce que Dominique parle très vite. Il va falloir qu'il ralentisse un peu, je pense. Il faut que j'arrête le café. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Ok, donc vous aviez acheté un terrain nu, voilà, avec rien dessus, qui était constructible. Exactement. À côté de Moustet. Et vous avez, du coup, comment vous avez fait? Enfin, vous avez trouvé un promoteur qui vous l'a construit, cette maison? Non, on a trouvé un constructeur, parce qu'on avait pour projet d'investir aussi en Dordogne pour faire un autre locatif. Et du coup, on a fait appel à la personne qu'on avait rencontrée sur ce projet qui finalement c'est pas fait puisqu'on est resté juste avec la maison des parents d'Anaïs en Dordogne et on nous a mis en relation avec un constructeur pour la maison effectivement, donc une maison en bois, ossature bois et donc tout l'intérieur, le bardage, etc. Ensuite c'est majoritairement le papa d'Anaïs qui a fait les travaux aussi, et des amis aussi. On nous a donné un coup de main un peu sur l'isolation, etc. Ce qui nous a permis de pouvoir l'acquérir pour un tarif moindre que si on avait fait tout clé en main, quoi. Ou d'ailleurs on n'aurait pas eu les moyens de le faire à l'époque. Vous aviez donc la maison en locatif. Oui. Et en même temps, là, c'était l'achat de votre première résidence principale. Voilà, on va dire 1 an plus tard. Voilà, et vous avez habité dedans et vous habitez toujours dedans? Absolument. Ok. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, les autres achats sont venus après. Elles sont toujours liées à mes parents pour la prochaine. Petit à petit, les 3 premiers sont liés un peu à mes parents, puisque ils se sont rapprochés de chez nous
Et vu qu'ils n'avaient plus, eux, les moyens d'acheter une maison, on a construit, nous-mêmes, on a acheté un terrain, on a fait construire une maison et on leur a loué le terrain et la maison. Ils sont actuellement, donc nos deuxièmes locataires, c'est mes parents. Et c'est pratique parce que mon père a encore fait l'intérieur. Voilà, donc ça c'était, voilà, on va dire dans le cercle familial. Et c'est après que ça a commencé, on va dire, de manière plus professionnelle, je sais pas si c'est le terme, où Dominique a commencé à s'intéresser à des formations et on a commencé les autres achats du coup. Parce que, alors, juste pour bien comprendre, là quand vous habitez dans la maison en Dordogne, enfin où vous habitez toujours, alors, dans les Landes. Alors, c'est dans les Landes. Parce que la maison en Dordogne, voilà, ça c'était la maison des parents d'Anaïs qu'on a pris en locatif, et nous on n'a jamais vécu en Dordogne, on était dans les Landes, voilà. Ok, dans la maison que vous aviez fait construire, oui, voilà. Et fini par vous-même. Et en fait, ça c'est parce que c'était là que vous travaillez et c'est toujours à peu près à cet endroit-là que vous travaillez. Exactement. Dans la base de loisirs. Oui. Ok. Et à chaque fois là, du coup par exemple pour cet investissement-là, vous n'avez pas eu de problème pour réemprunter suite à vos déjà 2 achats précédents? C'était un peu long quand même. Alors du coup pour la maison, la maison celle que vous avez mis en location pour vos parents parce que ça fait... Voilà, alors déjà le terrain, on a demandé voilà, on s'est fait prêter on a eu de la chance aussi de trouver un terrain 2500 m², on l'a eu à 10 € du mètre. Donc même pour le coin, c'était déjà à l'époque très intéressant, et la Seine encore plus vu les prix qui ont flambé suite au Covid, puisqu'on est à, on va dire, 40 minutes de Bordeaux. Malgré tout, on est dans le nord des Landes, donc on n'est pas si loin que ça de Bordeaux et Sarrocade. Donc on a fait appel à ce qu'on appelle la love money, du coup l'argent de l'entourage. Donc un cousin d'Anaïs qui a pu nous prêter ses 25 000 € pour qu'on puisse déjà acquérir le terrain. Et puis quand on a pu arriver effectivement à emprunter, le temps d'avoir l'autorisation, etc. par les banques, c'était un an et demi plus tard. Ouais. Au moins 1 an et demi plus tard. Voilà, ouais. Qu'on a pu du coup débloquer les fonds pour faire la maison. Et ses parents, ça fait officiellement quoi, un peu plus d'1 an qu'ils y sont maintenant. Oui. Voilà. On a dû être assidus en fait. On a acheté le terrain et puis après on a été assidus jusqu'à qu'on nous dise oui. Ouais. Parce que tu veux dire, du coup, vous aviez dû démarcher plusieurs banques jusqu'à ce que vous trouviez enfin le... Oui. Et vous n'avez pas lâché l'affaire, ça c'est intéressant, je pense. Ah non, on partageait ce parcours. Non, on savait qu'on y arriverait, on savait pas quand. Voilà. Pas quand ni comment, mais voilà. Ok, vous étiez en mode je vais pas lâcher l'affaire. Voilà. Ok, et donc ça c'était la fameuse maison de mes parents à Mousteil aussi. Troisième maison. Vous avez mis en location. Voilà. Donc, 2e maison en location. Ok. Et à côté de ça, vous avez l'entreprise de base de loisirs qui fonctionnait bien, j'imagine, ou correctement ou... Alors la base de loisirs, parce que moi donc je suis à mon compte, j'ai une entreprise qui fait de la location de structures gonflables ou autres. Donc c'est là où moi c'était clairement la plupart la quasi exclusivité de mes revenus. Et Anaïs, moi je suis président c'est une structure qui est associative. Anaïs, elle était directrice de la base de loisirs, et on n'avait pas des salaires de fou, puisque même Anaïs était juste en CDD en plus quand on a emprunté, parce qu'on n'arrivait pas à sortir un salaire à l'année à Anaïs. Ça fait que 3 ans qu'on arrive à le faire, et à l'époque c'était pas le cas. Du coup, c'est ça aussi qui fait que c'était plus compliqué. Moi, entrepreneur à mon compte, et Anaïs en CDD. Donc c'est pas ce qui préfère les banques en général. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a fallu batailler un petit peu avant d'arriver à avoir un accord. Et du coup, vous aviez réussi à chaque fois dans la banque originale avec laquelle vous travaillez depuis toujours, ou vous êtes allé voir d'autres banques? Non, on est allé voir d'autres banques. Alors il se trouve que on a changé de banque pour la résidence principale, mais après effectivement c'est la même banque qui nous a suivis, même si ça a changé de conseiller aussi. Mais c'est effectivement la même banque qui nous suit depuis la résidence principale. Ok. Et donc là, du coup, vous avez posé les bases pour devenir des investisseurs, et là tu t'es formé et tu as eu une sorte de déclic. Ça fait quoi? Ça va faire maintenant 6 ans qu'on se forme effectivement. Et oui, ça permet de voir avec les parcours des uns et des autres. C'est inspirant, et puis surtout de connaître quand t'es pas du tout du milieu, rien que sur la fiscalité, même pour me présenter un dossier à la banque, il y a plein de choses où si t'es armé, c'est beaucoup plus facile, ou en tout cas tu vas plus serein que
quand il y en a comme ça, sans avoir été formé du tout. Donc ça permet aussi d'avoir des différents statuts, si on veut meubler, en nu, pourquoi prendre une SCI ou pas, à l'IS, à l'IR, et voir ce qui correspond le plus. Il n'y a pas, comment dire, un modèle qui convient à tout le monde, ça va dépendre de chaque personne, et même, j'ai envie de dire, de chaque personne et au fil de son histoire. Alors, au départ, justement, on a investi aussi en propre, en LMNP, en SCI à l'IR, puis là, on est sur du SCI à l'IS. Et tout ça, ça se fait aussi parce que fiscalement, on arrive à un moment où on se ferait déglinguer par les impôts, en parlant poliment, si on était resté à l'IR. Et par contre, pour qu'on a fait l'IR avant, c'est pour aussi montrer qu'on a des revenus qui arrivaient pour que la banque puisse nous prêter. Donc après, c'est arrivé à arbitrer, voilà, pourquoi le faire dans un sens, pas dans l'autre, etc. Donc après ce bien-là, donc avec les parents d'Anaïs, donc on a eu un immeuble de rapport, donc de deux appartements dans une petite ville Aire-sur-la-Dour dans les Landes. Mais alors là, attends, moi j'ai envie de comprendre entre je rachète la maison de mes parents, j'achète ma résidence principale et j'achète une maison pour la faire louer et passer le gap. Tiens, j'ai envie d'acheter un immeuble de rapport. Il y a un truc qui s'est passé dans ta tête quand même, enfin, ou dans votre tête. Mais c'est la rentabilité, c'est qu'on s'est rendu compte avec les formations qu'en achetant un immeuble de rapport, c'était plus rentable, qu'on achetait une bonne fois pour toutes plusieurs appartements et qu'on gagnait plus d'argent dessus. Donc là, on a commencé à se dire qu'on voulait futurement faire des revenus. En fait, notre but, nous, c'est pas d'acheter de la pierre pour acheter de la pierre, c'est vraiment d'avoir des revenus complémentaires chaque mois pour vivre mieux pour l'instant et pour être libre financièrement et géographiquement dans les années futures. Parce que les 3 premiers investissements, ils vous dégageaient déjà du cash flow? Enfin, ils vous dégageaient... Alors, la résidence principale, non. Ça tu tires une balle dans le pied. Donc là, d'ailleurs, c'est même effectivement, il y a pas mal de personnes, dans différents formateurs, qui déconseillent même d'avoir une résidence principale avant d'avoir un certain niveau dans le locatif, et ça peut s'entendre comme conseil. Après, si on a un assez bon salaire ou qu'on arrive à avoir des prêts, moi, je pense que c'est pas forcément idiot d'être propriétaire de ta résidence principale, parce que malgré tout, tu capitalises. Et là, aujourd'hui, non, depuis 2011 que le crédit a commencé, alors on va égaler, on va dire 2012, ça fait déjà 10 ans qu'on rembourse un emprunt de environ 850 € par mois. On va dire que là-dessus, il y a au moins 650 à 700 € de capital. Bon, tu fais ça fois 12, fois 10, il y a déjà c'est pas rien ce qui a été fait, que si on était locataire, c'était de l'argent, bon, je veux dire, qui est pas jeté par les fenêtres, mais en tout cas, sur lequel on n'a pas pu capitaliser, quoi. Et quand tu vas voir les banques, il y a ça aussi, tu montes ton patrimoine net, et tout ce que tu as déjà remboursé, ça vient, même si c'est pas liquide, ça vient montrer au banquier que derrière, il sait que c'est un problème, mais voilà, il sait qu'il va te faire revendre sa résidence principale, puisque forcément, chaque fois, ils prennent ta caution personnelle, en plus de l'hypothèque, etc. Donc, ça rassure aussi les banques de voir que tu as déjà ta résidence principale. C'est que ça aussi, ils aiment bien. En général, les banques, c'est plus compliqué d'y aller. Eux, il y a pas la majorité des banquiers qui sont pas forcément investisseurs, et pour eux, investissement, ça rime avec résidence principale d'abord, alors que pas forcément. Et pour répondre à la question, par contre, on dégageait déjà du cash flow sur la première maison, parce que comme mes parents nous l'ont vendu très peu cher, puisqu'ils ont fait donation de la moitié, c'est un hasard en fait. On dégageait un cash flow, mais sans le chercher. Parce que 150 €. Voilà. Et ensuite, la maison de mes parents, on dégage pas de cash flow parce que là, c'est un accord entre nous, tout simplement. On loue à mes parents. Mais le but, à partir du nouvel achat et de la résidence, des immeubles de rapport, c'était de dégager du cash flow. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à tout ça. C'était ça le déclic. Voilà, c'était ça le déclic. Quel lieu on pouvait trouver pour louer. Alors, on voulait faire au départ de la location courte durée. Donc, il fallait que ce soit pas trop loin de chez nous quand même. Et il fallait que ce soit pas trop cher pour que les banques nous suivent. Donc voilà, c'était ça les contraintes. Donc on a commencé à regarder un peu autour de nous quelle ville on pourrait sur quelle ville. Donc on s'est d'abord fixé sur une ville pour ce projet-là et on a cherché dans. Donc à côté de Moustet. Alors c'est à 1h30 écart 30. 1h15, 1h30, oui. Alors parce que elle est ni trop grande ni trop petite, ni trop grande donc pas trop chère. Mais ni trop petite, c'était pour qu'il y ait pas mal de biens à vendre. Et puis au tout départ, ça nous rassurait peut-être pour être sûr de louer. On s'est rendu compte plus tard que je pense qu'on peut louer n'importe où, enfin à mon avis, ou peut-être pas n'importe où, mais il y a beaucoup d'endroits finalement, même si c'est tout petit ou au contraire, où les gens ils cherchent à louer. Mais à ce moment-là, on n'en était pas encore sûr, donc on avait quand même essayé de se rassurer
en prenant une ville où il y avait quand même, on avait regardé sur un site où ils donnent les flux, si ça flux tendu ou s'il y a beaucoup de monde qui cherche à louer ou pas. Et on avait vu que là-bas il y avait beaucoup de monde qui cherchait à louer, donc. On a fait l'étude de marché, voir effectivement au niveau de la démographie si on était en train de monter ou si c'était en déclin. Le fait au niveau des zones artisanales qu'il y avait dans le coin, il y a une sortie d'autoroute, donc ça aussi c'était intéressant, surtout pour la courte durée aussi. C'est une demi-heure de Mont-de-Marsan. Il y a il y a pas mal de commerces. Il y a du thermalisme aussi qui se fait pas très loin d'ici. Donc ça nous a paru intéressant d'investir là. Mais du coup, vous aviez pas plus proche, parce que Moustet, c'est pas, je sais pas, je m'y connais pas en géographie, mais ça doit pas être une méga ville, non? On y a été aussi. Pourquoi? Parce qu'on recherchait sur les annonces au Bon Coin, on cherchait une rentabilité. Donc là par exemple l'immeuble, donc les 2 appartements, mais s'il y a des travaux à faire, il était à 69 000 euros pour deux fois, en gros il y a 2 fois 45 mètres carrés. Voilà. Et avec jardin. Okay. Avec un peu de terrain, avec un peu de terrain. Et dans le centre-ville, avec donc des places de parking devant. Donc c'était plutôt bien situé. Et pour trouver un bien à ce prix-là sur des villes ou plus proches ou du coup plus grosses, c'était en tout cas au moment où on l'a regardé, on n'en a pas trouvé. Voilà. Et il était en plus en théorie prêt à louer. Bon après on a eu des travaux finalement, mais comme ça d'apparence, il n'y avait pas vraiment de travaux à faire, donc c'était voilà. Et on n'avait pas l'intention de le gérer nous en direct de toute manière. On voulait que ce soit pas trop loin s'il y avait besoin, voilà. Mais on aurait fait appel à une agence pour les entrées, les sorties, tout ça. On n'aurait pas fait nous-mêmes. En tout cas, vous avez fait preuve de volonté, parce que se taper 1 heure de route pour faire des visites et tout. Mais on le faisait avec plaisir. En fait, c'était super. Ouais. C'était la sortie quoi, on allait là-bas, on partait tous les deux, on laissait les enfants, voilà, on mangeait au resto et on faisait la visite. En fait c'est du plaisir ça, c'est pas de la volonté, enfin, pas pour moi. Ok, bah super. Et du coup donc vous avez trouvé cet immeuble et vous êtes lancé en courte durée. Et non, parce qu'il y a eu le Covid. Le Covid est passé par là. Ah oui. Donc on s'est dit peut-être qu'on va pas faire la courte durée de suite, on va attendre un petit peu. Et au final, on l'a loué quand même en meublé, mis dans une agence immobilière qui nous gère du coup sur des baux donc d'1 an, puisque c'est en loueur meublé non professionnel. Et sur le 2e appartement, là malheureusement on n'a pas encore pu le mettre en location. Pourquoi? Parce qu'on a eu des complications où on a vu après qu'il y a des infiltrations d'eau, puisque il est un peu en contrebas d'une route, et la mairie doit faire des travaux. Ça fait 1 an et demi qu'ils devaient les faire, et là j'ai eu la date, ça se fera début septembre. Donc quasiment 2 ans après l'acquisition du bien. Ce qui fait que là, heureusement, mais voilà, on parlait de cash flow. Et là, finalement, ce qu'on ressort du premier appartement, ça nous couvre le crédit. Donc, on va dire que voilà, on gagne pas d'argent dessus. On va dire qu'on en perd un tout petit peu aujourd'hui. Enfin, on perd en termes de trésorerie parce que la taxe foncière, par exemple, elle est de notre poche. Mais dès que le 2e sera mis en route, je pense qu'on aura à peu près un peu plus de 300 euros de cash flow positif sur ce bien-là. Voilà. Donc, on espère que ça sera d'ici la fin d'année. Et sachant que dans la stratégie, on demande aussi toujours un différé. Donc le but étant, si on peut, de commencer à encaisser les loyers alors qu'on commence pas à rembourser le crédit. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça permet de se faire la trésorerie. Alors forcément, c'est quoi que vous arrivez à obtenir comme différé? Parce que c'est vrai que nous on adore les différés aussi. Ouais, mais là c'était un différé total. Alors là c'était 24 mois, c'était 2 ans. Voilà, donc on a dû faire 6 mois de travaux pour le premier. Et du coup, donc on a pu avoir un peu de trésor de côté grâce à ça. Et bon, par contre, ça suffit pas, ça n'a pas suffi pour le 2e puisqu'il n'est pas encore loué. Mais... Alors, donc ça, vous aviez réussi à avoir l'emprunt, ça s'est plutôt bien passé par rapport au prix de l'immeuble. Tout à fait. Celui-là, ça a été assez facile par rapport à la maison de mes parents, par exemple. Parce que, est-ce que j'étais déjà en CDI? Toujours pas, je crois. Non, toujours pas. Non, tu n'étais pas encore. J'étais toujours pas en CDI, mais c'est plutôt bien passé. Et alors, donc, vous avez eu ça, et ensuite, qu'est-ce que... Parce que vous n'êtes pas arrêté là. Vu qu'on était à 1h15, on va pas se mettre de limite, on est parti à 4h30, à Lézignan-Corbière, donc ça c'est dans le sud-est, oui, c'est pas très loin de Perpignan, Narbonne, etc. Là, on a vu une annonce sur le Bon Coin, et on a fait pas mal de coups de fil, et on a fait une visite, et du coup, là, on a fait acquisition d'un immeuble avec 4 appartements,
qui était, je crois, en vente à 160 000, et on a négocié à 120 000 du coup, où il y avait déjà des locataires. Et voilà, donc là, on avait pris une enveloppe de travaux, et là, on en a un peu plus, voire le double de ce qu'on avait prévu à faire, parce que là aussi on a des mauvaises surprises par rapport à un petit vice caché, etc. Donc là on est en train de faire pas mal de remplir tous les dossiers par rapport à l'ANA. Je sais pas si vous connaissez, c'est voilà des aides qu'on peut obtenir. Peut-être que vous avez fait appel aussi, je sais pas sur vos. Non, nous on n'a pas eu besoin, mais j'en ai entendu parler. Voilà, et donc c'est pas négligeable puisque je crois que ça va quand même couvrir 35% des travaux. Donc quand on est à 150 000 euros de travaux, c'est une somme qui reste assez conséquente. Donc là on a des locataires, et là on a des travaux de prévus là d'ici, on devrait commencer d'ici 2 mois normalement à tout rénover. Et ça peut être pas mal que t'expliques l'ANA pour les auditeurs qui sont peut-être pas au courant de ce que c'est. Bien sûr. Alors l'ANA, je vais dire des bêtises, on va regarder sur internet, je crois que c'est ANAH. En gros, c'est l'Agence nationale de l'aide à l'habitat, je crois, quelque chose comme ça. En gros, c'est des aides d'État qui sont données pour rénover des logements. Alors, ça peut être des logements si on achète en résidence principale, ou même des logements en locatif. C'est conditionné à faut que tu es locataire ou que toi-même, si c'est ta résidence principale, tu aies des revenus qui soient plafonnés. Donc, tu peux pas avoir un locataire qui gagne 5 000 euros par mois, mais par contre, le plafond, c'est quand même jusqu'à peut-être 1 500 ou 2 000 euros, donc c'est pas non plus que des personnes qui peuvent être au RSA ou etc. Tu t'engages à louer à ces personnes-là pendant au moins 9 ans avant de pouvoir revendre le bien. Et du coup, non seulement tu as des aides au niveau des travaux, donc un dossier à monter qui est un peu lourd, mais tu as des organismes qui t'aident à monter ce dossier-là, qui peuvent aller jusqu'à 35%, qui peuvent être cumulables avec d'autres aides aussi, suivant là où tu te trouves. Et en plus, tu as des aides, alors je crois que c'est en train de changer, mais en tout cas, il y a encore moins d'1 an, au niveau de la fiscalité, où je crois que c'était à 85%, c'était 85% d'abattement aussi fiscal sur tes loyers perçus. Donc c'est quand même c'est quand même intéressant. C'est une politique qu'a mis en place l'État depuis de nombreuses années pour essayer de rénover finalement le parc aussi vieillissant des immeubles, appartements en France, sans faire appel forcément à des organismes de logements sociaux, etc. Puisque là, c'est les particuliers finalement qui font les travaux. Ok, c'est très clair. Et alors, donc, et c'était hyper courageux de faire 4 heures de route pour aller faire cette visite. Enfin... En fait, on est parti du principe déjà qu'on faisait pas un achat coup de cœur. Et on s'était fixé la France entière, c'est parce qu'on avait suivi des vidéos de personnes qui avaient acheté beaucoup d'immeubles en 1 an dans toute la France, et puis on n'a pas tenu l'objectif, mais on s'était dit pourquoi pas essayer. Bon, finalement on a été moins rapide qu'eux, mais et du coup on s'était pas mis de barrière parce que on voulait vraiment la rentabilité. Donc moi, quand je cherchais sur le Bon Coin, je prenais France entière, point barre, et puis je regardais ce qui me paraissait intéressant à un prix toujours raisonnable, parce que pour que les banques nous suivent, et avec de la rentabilité. Et puis on y est allé comme ça jusqu'à qu'il y en ait un qu'on fasse des propositions de prix plus basses. Mais je crois qu'on a fait la proposition de prix avant de visiter, ou on a visité. Oui, c'est ça, c'est qu'on a fait la proposition de prix avant de visiter. On a négocié tout avant. À distance. Voilà. Parce qu'il y avait les photos des biens, etc. Voilà. Nous, on a calculé la rentabilité. Donc, quand on a fait les 4h30 de route, on savait qu'on l'achèterait, en fait, quasiment. C'est une confirmation. C'était une confirmation. On n'a pas acheté en visitant. Là, c'était voilà. Ouais. De déjà tâter le terrain pour vérifier que le vendeur il est chaud pour baisser son prix à la négociation, pour pas se déplacer inutilement avec un vendeur qui veut pas baisser son prix, quoi. Exactement. On a fait déjà la proposition à ce prix-là avant d'y aller, qui a été acceptée. Et alors, comment vous vous organisiez dans votre couple ? Moi, ça m'intéresse par rapport aux recherches. C'est-à-dire, pour trouver l'affaire rentable sur le Bon Coin, vous cherchez tous les deux, chacun de votre côté ? Plus Anaïs, c'est surtout Anaïs là, qui regarde les annonces. Elle en sélectionne. Et après, moi, je dégrossis, on dégrossit ensemble sur les annonces qui ont été sélectionnées. Et la négociation, c'est Dominique. La négociation prix. Okay. Et voilà, ça c'était plus pour ces immeubles-là. Mais maintenant, il doit aller tellement vite que j'ai plus le temps de chercher, parce qu'il me sort déjà plein de choses avant que j'ai le temps d'aller voir. Attends, j'ai pas compris. Tu veux dire... Les 2 derniers achats, il est allé tellement vite finalement à vouloir acheter des choses que j'ai même pas eu le temps de chercher. Ils nous sont tombés dessus, en fait. Parce que du coup, on en a pas encore parlé, il y en a encore 2 supplémentaires là. Là, vous accélérez. Alors c'est quoi alors ? Racontez-moi.
Alors là, alors le premier, c'est une maison, donc ça s'est fait il y a 3 mois. Une maison de 150 mètres carrés sur 1800 mètres carrés qui touche justement le village vacances dont on a la gestion. Donc c'est un terrain qui touche vraiment, ça nous permet d'agrandir la capacité d'accueil de notre village vacances et de pouvoir du coup avoir des places supplémentaires. La maison était à un bon prix, en plus on était en vacances, donc c'est un collègue et ami qui nous a fait la visite par WhatsApp en visio avec l'agent immobilier. Donc on a fait une offre, on voulait bloquer la maison et du coup voilà, on a fait une offre sans clause suspensive, donc sans dire qu'on aurait pas besoin de prêt, même si on l'a quand même fait financer dans un deuxième temps, pour pas qu'elle nous passe entre les mains. Et voilà. Et la deuxième maison, c'est dans le même village aussi. Elle est un peu plus loin de la structure dont on s'occupe, mais là aussi, ça nous permet d'augmenter la capacité du village vacances. Donc là, on investit. Alors, autant l'immeuble Alésien-Corbière, on a investi donc en SCI à l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Et là, par contre, on passe en SCI à l'IS, et cette SCI va louer à notre société qui exploite aujourd'hui donc le village vacances. Le bien en nu qui derrière va proposer à nos clients la possibilité de venir dans ces bâtiments également. Ok, j'ai compris. Du coup, par rapport aux banques, parce que ça fait quand même plein d'investissements, comment vous avez réussi à ce qu'elles continuent à vous suivre avec tout ça? Déjà, pour le deuxième immeuble que vous avez acheté, est-ce que ça a été par rapport aux banques pour emprunter? Et là encore, les 2 nouveaux projets, comment ça s'est passé? Alors l'immeuble, oui, il a fallu batailler un petit peu, mais c'est quand même pas trop mal passé parce qu'à chaque fois, en gros, on en faisait un par an, un investissement par an, et surtout là sur le papier, ce qui était le cas, il était déjà loué. Donc ça, les banques en général, ils aiment bien. On pouvait montrer, il y avait les baux qu'on a pu leur montrer. On savait qu'il y avait, alors je crois que c'était 1600 euros de rentrée, de loyer, et nous, on l'a acheté en ayant budgétisé un peu de travaux. Ça nous revenait le crédit, je crois, à 950 euros. Donc ils voyaient qu'il y avait déjà le cash flow qui était là et qu'on pouvait effectivement sans trop de problèmes rembourser le crédit, où là aussi on a pris un différé. Voilà. Et là, pour les 2 projets, comme on a notamment aussi là une entreprise qui voulait loger beaucoup de saisonniers agricoles qui sont dans le coin, et finalement on savait déjà que ces 2 maisons, on avait un contrat signé devant notaire pour pouvoir y loger des saisonniers pendant 8 mois, pendant au moins 6 ans, ce qui remboursait largement le crédit. Donc je pense que c'est grâce à ce projet-là aussi, et le fait qu'on ait déjà les clients, même si on les achète, les bâtiments étaient vides, mais où la banque sait que derrière on a un chiffre d'affaires signé sur les 6 premières années sans problème, qui nous ont suivis. Donc là, ça a été aussi. Ah oui, donc vous venez à la banque avec déjà, entre guillemets, des locataires qui ont signé pour louer le bien. Donc la banque est ultra rassurée. Ah, c'est une bonne astuce, ça. Et voilà. Et là, du coup, on a signé un sous-seing pour une 3e maison. Alors, un sous-seing, c'est un compromis, c'est ça? Oui, tout à fait, un compromis de vente, absolument. Donc la 2e maison dont on parle, on doit la signer la semaine prochaine. On a déjà eu l'obtention du crédit, donc voilà, ça va se faire. Et la 3e, donc là, c'est aussi sur Sabre, où là, c'est une maison où on veut, donc il y a déjà 6 chambres dedans. Il y a une piscine, il y a 2 dépendances. Pour faire une salle de séminaire, et dans la dépendance qui fait 120 mètres carrés, on va faire 5 à 6 chambres supplémentaires pour pouvoir toucher une clientèle un peu plus haut de gamme que celle qu'on peut accueillir sur le village vacances, qui, même s'il est entretenu, il a 40 ans, donc on peut pas accueillir des entreprises qui voudraient un certain standing. Et là, voilà, c'est pour toucher un peu plus haut de gamme, et voilà. Donc là, on espère, l'objectif, c'est d'arriver à avoir le financement d'ici la fin du mois. Et là, si on arrive, ça fera pas mal sur l'année. Ça fera effectivement, si on arrive, ça fera 3 maisons sur le début d'année, ça serait pas mal. Ah ouais, donc là vraiment vous êtes multipropriétaire, et en plus vous êtes un peu sur déjà plusieurs endroits de la France, quoi. Vous êtes diversifié. Oui, là on est en train de se spécialiser dans le même village là. Non, mais c'est pas un but non plus de rester là. On verra plus tard. Et puis d'ailleurs il y a le projet de l'entrepôt aussi. T'as signé aussi. Oui. C'est quoi ce projet? Voilà, ça c'était l'an dernier. Du coup là on a mis un peu en stand-by pour prioriser les investissements pour le village vacances, la saison, etc. C'est l'achat d'un entrepôt de 815 mètres carrés dans le Lot-et-Garonne, qu'il faut finaliser puisqu'il y a quelques travaux à faire. Donc le but est de faire 7 cellules de 125 mètres carrés chacune, et pour le louer à des artisans, à des entreprises, voilà, dans une zone d'activité, dans une ville du Lot-et-Garonne, à Tonins. Ah ouais.
Ah ouais, bah c'est génial. Et du coup, alors votre vision, vous pensez que vous allez arriver... Parce que vous, c'était quoi votre vision au départ? C'était vraiment d'augmenter les revenus immédiatement, déjà. Déjà, nos enfants sont dans une école Montessori, donc ça a un certain coût. Et du coup, on a 3 enfants, donc là, ils sont 2 à l'école. Et bien, quand ils passeront à 3, ben, chaque fois, finalement, ça va nous faire un SMIC juste pour l'école, sortir. Donc, il fallait trouver des solutions aussi pour rien que pour ça. Donc, l'idée, c'était vraiment d'augmenter les revenus immédiatement et de plus en plus. Et pour à plus ou moins moyen terme, d'être libre financièrement et de pouvoir travailler si on en a envie, pas travailler si on n'en a pas envie, voyager plus, ne pas être dépendant d'un salaire sur une société ou un endroit donné. Voilà. Et par rapport à cette vision, vous en êtes où? Vous sentez que vous approchez bientôt du résultat escompté ou... Alors oui, c'est en cours. Après, bon, c'est pas donné de date exacte. On peut déjà arriver. Enfin, nous depuis qu'on se connaît, on est toujours parti au moins un mois et demi en voyage, mais sans les enfants avant, puis avec les enfants dès qu'ils ont été là, à bout du monde. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de continuer aussi, même d'accroître, puisqu'on a pour projet là dès l'année prochaine partir 6 mois ensemble en famille en camping-car entre les États-Unis et Amérique du Sud. Donc on sait pas encore comment on va financer le camping-car. Ça va se mettre en place, mais voilà, l'objectif il est là. On est large, on a un peu plus d'1 an pour trouver. Mais donc du coup on a commencé à mettre les bases, on va dire. Donc puisqu'on a une équipe, nous on travaille, heureusement que ça peut tourner sans nous aussi. Et le but c'est d'arriver à avoir des revenus annexes qui permettent de se sécuriser et voilà, de pouvoir partir, mettre des personnes compétentes à notre place, forcément des personnes qu'il faut payer aussi, c'est tout à fait normal, de manière à ce que les différents business qu'on peut mettre en place puissent arriver à tourner sans nous. Alors partir 6 mois, ça veut pas dire on est en vacances 6 mois et on n'a pas un coup de fil. Moi je sais que quand même quand on part en vacances, je passe au moins 2 heures par jour en moyenne entre mail, un coup de fil, mais ça a une autre saveur aussi. On est quand même en famille, on peut bosser à des horaires décalés, on se fait son planning et on a des gens qui sont sur place qui permettent de gérer l'opérationnel et que ça puisse tourner sans nous. Donc on va dire qu'on est sur la voie. Je peux pas dire quand c'est qu'on pourra arriver exactement à partir, si on voulait, 12 mois sur 12, c'est pas encore le cas, mais et puis après il faut aussi que ça soit un objectif, puisque si on fait des choses qu'on aime, on n'a pas non plus l'impression de travailler non plus, donc il y a des choses qu'on aimerait moins faire et peut-être d'autres choses qu'on veut continuer à développer, voilà. Et alors, vous avez quand même 3 enfants. Enfin, moi, je sais ce que c'est que d'investir avec des enfants dans les pattes. On se dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant d'avoir des enfants? Bon, bref. Et du coup, votre entourage, il doit être étonné, non, de tout ce que vous réussissez à faire. Qu'est-ce que les gens disent autour de vous avec tout ce que vous avez réussi à accomplir aujourd'hui? Alors moi je sais même pas. Je pense que la plupart de mon entourage ils savent même pas parce que j'en parle plus. Je dis pas on a acheté une maison, on va acheter une maison. C'est vrai, moi j'en parle à part mes très proches, j'en parle pas vraiment déjà. Donc je pense que si on demandait à mes amis combien on a de maison, etc., ils sauraient pas dire. Déjà je pense. Après il y a ceux qui disent aussi mais vous avez gagné au loto. Ou qui disent vous y arrivez mais nous on n'y arriverait pas, nous on peut pas, je sais pas comment vous faites mais nous on peut pas. C'est vrai que c'est des réactions des pensées limitantes. Oui, des pensées limitantes, oui, voilà. Parce que justement en fait quand j'ai posé la question, c'était sous-entendu quel serait le message un peu que vous voulez faire passer aux auditeurs qui écoutent en se disant non mais c'est pas possible, moi je peux pas, je pourrais pas le faire quoi. Eh bien oui, c'est que c'est pas vrai et qu'il faut il faut de la volonté, il faut se former, il faut pas hésiter à donner un peu de sous au départ pour payer des formations, pour rencontrer des gens qui font la même chose, mais que faut pas se limiter et puis il faut pas s'arrêter à un seul refus. Et c'est pas parce qu'une banque refuse que les autres vont pas refuser, c'est pas parce qu'une année ils vont refuser que l'année d'après ça va pas aller. Voilà,
on a commencé à investir, on l'a dit tout à l'heure, j'étais en CDD, Dominique était entrepreneur, donc c'était pas les bonnes conditions, donc il y a pas de raison, en fait, c'est des croyances limitantes qu'on peut pas, mais alors c'est sûr qu'il y a des conditions plus ou moins faciles, oui. où il y a eu des coups de chance, on peut dire, bah oui, effectivement, ton papa est bricolé, tout le monde n'a pas un papa qui peut nous aider à construire les maisons, etc., ou qui a pu donner la moitié de la maison, mais du moment qu'il y a la volonté aussi, et il y a toujours la voie même si c'est commencé par un petit studio, après si on a vraiment, on peut pas se faire, déjà c'est arriver à soigner un peu ses finances pour ne pas être un genre en rouge à chaque fin du mois, pour pouvoir commencer à emprunter, et si on peut pas, c'est peut-être essayer de nous se former et de s'associer avec quelqu'un qui aurait de meilleurs revenus, pour pourquoi pas commencer à travailler en association avec cette personne-là, en SCI pourquoi pas, ou en indivision. Qui permet justement, il vaut mieux avoir un petit peu de 1, 2, 3, 4 biens que rien de un gros bien. Donc ça permet déjà de se lancer, d'acquérir de l'expérience, d'aller faire les visites, etc. Alors oui, c'est sûr, on prend des refus quand on a négocié, on a déjà vu des biens où l'offre est pas passée, tant pis, ça fait partie du jeu. Puis à chaque bien qu'on fait, c'est de l'expérience qu'on prend aussi, où on sera meilleur, où on prend une remarque, on se dit c'est vrai que j'aurais pas dû dire ça, ou là j'aurais peut-être pas dû aller là, et ça permet de se construire aussi, et au fur et à mesure d'être plus efficace quand on va ou négocier, ou après de repérer aussi. Et voilà, quand nous on s'est fait, on a vu qu'il y avait des problèmes d'infiltration a posteriori sur un premier appartement, ou sur l'autre qu'il y avait un vice caché, etc. Ça se forge son expérience aussi. Alors, fois, ça peut être un peu douloureux sur le moment, mais derrière, on se dit, en fait, heureusement que j'ai eu ça, parce que là, j'ai vu ça, et ça a permis de progresser comme ça. Mais le fait de se mettre en mouvement, c'est vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut se former, mais il faut aussi y aller, parce que si on reste juste à se former, il y en a qui se forment toute leur vie et qui passent pas à l'action. Et c'est en passant à l'action, justement, qu'on se confronte au réel, qu'on voit comment on peut avancer, qu'on prend l'expérience, et de passer sur un petit projet, ça ouvre la porte en disant tiens, j'ai réussi sur un petit studio, tiens, je peux peut-être prendre un T3, mais peut-être pourquoi pas. En fait, un immeuble c'est pas fou non plus, c'est juste que je passe le même temps pour négocier, sauf qu'au lieu de prendre pour un appartement, mais j'en ai 3, 4, 5 ou 15 qui tombent. Alors oui, derrière, il faut avoir, si le montant est plus élevé, il faut que derrière ça suive aussi pour aller faire effet de levier auprès de la banque et avoir le financement. Mais voilà, on est en step by step, que celui qui n'est jamais passé même pour le petit studio, il est encore en train d'essayer de se former, de se dire tiens, eux ils ont de la chance, ils ont commencé, ils ont réussi, et peut-être qu'il faut pas viser trop gros au départ, ou en tout cas, déjà il faut y aller, quoi. C'est vraiment le message, il faut se mettre dans le bain. Il faut pas avoir peur. Aussi. Super. Franchement, ça fait du bien, je pense, d'entendre ça. Et le truc, alors la petite dernière question que je voulais poser, parce que vous êtes un couple qui investissait ensemble, et moi ça me parle beaucoup, et je voulais savoir, l'investissement immobilier, qu'est-ce que ça a fait dans votre couple ? Quelle place ça a dans votre couple ? Disons qu'on travaille ensemble déjà, donc c'est le quotidien en fait. Quelle place ça a, c'est que c'est un peu le travail et le loisir, tout est lié en fait. Moi, je trouve ça stimulant parce que c'est des projets communs qu'on a pour justement augmenter les revenus du couple, pour la famille aussi, pour un projet de vie. Et on se dit qu'à chaque bien, on s'en rapproche aussi. Donc non, et puis on est complémentaires aussi, comme disait Agnès, qui regardait. Autant pour le travail, c'est pareil, on fait pas la même chose dans notre travail. On travaille côte à côte. Alors bien sûr, des décisions qu'on prend en concertation. Mais il y a des choses, où on est chacun sur notre partie. Et moi l'immobilier, moi je suis content, et je vois que, parce que je fais partie de certains masterminds aussi, ou sur des formations où j'en rencontre du monde, où il y en a qui n'ont pas cette chance-là, où c'est juste une personne, alors que ce soit le monsieur ou madame dans le couple qui est à fond et qui a envie d'avancer, et l'autre qui a assez peur aussi, ce qui peut s'entendre, et qui sont pas sur la même longueur d'onde, et c'est toujours plus compliqué d'avancer quand il y en a un qui freine les deux pieds et l'autre qui veut y aller. C'est pas évident, que là on est dans le même état d'esprit, donc ça c'est top. Ouais, c'est génial. Ouais, moi je trouve aussi. Ouais. C'est super. Franchement, merci 1000 fois. Est-ce que y a des personnes, si jamais ils ont apprécié votre personnalité et qui veulent suivre ce que vous faites en immobilier, est-ce qu'il y a moyen de vous suivre quelque part, ou je sais pas. Non, on n'a pas forcément de réseaux sociaux par rapport à l'immobilier. Voilà. Ok. En tout cas, merci 1000 fois. C'était un interview
tout à fait bénévole de votre part. Vous avez rien à vendre derrière, c'est génial. Merci 1000 fois, en tout cas, d'être venu sur ce podcast pour partager toute votre expérience. Je pense que ça va en inspirer plein et je suis vraiment très reconnaissante que vous soyez venu. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci pour ton invitation et puis pour cette chaîne aussi, pour ce que tu fais justement qui va aider à inspirer des personnes qui veulent passer à l'action. Et donc c'est aussi tu montres que c'est possible et ça fait plaisir d'être dans cette énergie-là. Super, merci. Merci. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.